Elle n'est pas à vendre. Mark Walter. Oui, il y a une dernière chose que je dois vous dire. Génial. Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut, et ça y est, on arrive à la fin de l'année. Qui dit fin d'année dit aussi bilan donc de cette année 2025. Je vous ai préparé mon top 5 des films de cette année, et voilà, donc dans le tas forcément que vous n'allez pas être d'accord, je vous laisse d'ailleurs mettre vous votre top 5 en commentaire et puis réagir bien évidemment à ce que je vais vous dire dans quelques instants. Mais dans tous les cas, en tout cas, je veux déjà tous vous remercier pour déjà tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui sont arrivés dans la chaîne, sur la chaîne Le Coin de Thibaut, qui m'avaient soutenu, qui m'encourageaient par les commentaires, qui est au rendez-vous des vidéos, voilà, il y a des vidéos qui cartonnent encore, qui continuent à cartonner, à tourner, voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, à tous les amis que j'ai pu me faire sur cette plateforme pour l'instant, Thomas de Culture Geek, Tiff de Anna Caland, la chaîne de John, Miss Movies, qui est moins présente sur YouTube, mais qui fait quand même, notamment avec des viandes d'ailleurs aussi, merci à toi pour ta gentillesse, et voilà, pour toutes les fois où on a pu discuter ensemble, enfin voilà, tous ceux, en tout cas, tous les créateurs et toutes les créatrices avec qui j'ai pu échanger, voilà, encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans la famille, et voilà, que petit à petit je fasse aussi mon nid, et voilà, donc j'espère vraiment une année 2026 fructueuse aussi de ce côté-là, à moi aussi de m'en donner les moyens et d'être un peu plus régulier sur certains moments. Il y a des phases comme ça de haut, de bas, après voilà, je reste un humain, et en perso il se passe aussi beaucoup de choses, très fructifiant aussi, très voilà, très pris, qui prend beaucoup de temps aussi, mais c'est vraiment des projets, voilà. Enfin, pour vous dire, j'ai juste acheté un appartement que je mets en location, enfin voilà, mais ça prend, ouais, il y a des choses qui prennent du temps, des fois il faut avoir un peu de tête dans la paperasse, faut financer des choses, enfin bref, c'est pas toujours de tout repos, il y a un peu de stress, un peu d'excitation, un peu de tout ça, mélangé, voilà, donc des fois il faut choisir aussi, puis j'ai envie de garder mon temps de vie perso aussi, c'est un équilibre à trouver, donc voilà, petit à petit je le trouve, donc voilà, désolé si j'ai pas été plus présent que ça en fin d'année, mais j'ai quand même été assez présent tout au long de l'année, j'ai essayé d'être régulier dans tout ce que j'ai fait, ça a fonctionné, puisque voilà, on est passé de 200 abonnés en début 2025 à maintenant 2300, donc 2000 en un an, ça fait vraiment plaisir, voilà, petit à petit ça fonctionne, et j'espère vraiment que ça continuera comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on est parti du coup pour ce top 5 des films de 2025. Et on commence donc avec le numéro 5, et moi j'ai mis Mac Walter, alors ça je suis sûr que ça va vous surprendre, mais je vais développer dans un instant. Avant tout, pour le synopsis, c'est bien, donc on va découvrir le personnage, donc un agent, un espion français, Mac Walter, enfin français ou américain, je sais plus où est-ce que ça se passe, enfin, c'est un simili des États-Unis, mais je sais plus si c'est en France, mais genre pastiché américain, je sais plus en fait exactement, mais voilà, en tout cas l'espion Mac Walter, donc qui est un peu un OSS 117, hein, finalement, c'est tu vois, cet espion beau gosse qui lui est premier degré, mais qui est vu quand même pour un teubé et par tout le monde qui l'entoure, et donc en fait il va y avoir une première mission dès le début du film où en fait la personne qu'il aimait va mourir, et du coup ça va tout remettre en cause, il va s'extraire un peu de tout ça pendant des mois, mais un jour, eh bien, des bombes, des explosions un peu à droite à gauche dans le monde entier, très suspectes, vont amener les services spéciaux d'espionnage et tout à aller rechercher Mac Walter pour reprendre du service et comprendre qui est derrière tout ça, quel est le plan maléfique. Donc voilà, donc c'est le pitch, c'est vraiment simple, c'est simpliste presque, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, alors c'est clairement pas son scénario cousu de fil blanc et de facilité scénaristique, mais c'est en fait, donc c'est réalisé par Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, et je suis pas un fanboy d'Alexandre Astier, je le critique beaucoup d'ailleurs sur sa mise en scène et tout ça, mais Simon Astier, je trouve que vraiment petit à petit il a une patte, et d'ailleurs son frère devrait s'en inspirer, enfin en tout cas il a un truc plus abouti dans sa réalisation. Moi j'ai vraiment adoré Mac Walter, je passe un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé, moi tu vois, OSS, tout ça, enfin ce délire absurde, même un flic pour sauver la reine, enfin des trucs comme ça, qu'y a-t-il un flic dans l'avion, enfin y a-t-il un flic dans l'avion, je sais plus ce que les titres exacts, bref, c'est le genre de film complètement con, les Scary Movie, c'est vraiment mon délire, en fait, les blagues pipi caca, les blagues surréalistes, absurdes, moi c'est mon délire, tu vois, et dès le début du film, tu vois, il y a un moment, il est dans un entrepôt de production de burgers, et il parle à des pains burgers qui lui répondent, tu vois, donc, et qui sont genre pris en otage, enfin, et ce délire-là, et puis moi, Mister V, franchement, c'est un gars que j'adore,
en fait, que j'ai appris à adorer. Au début, je ne suivais pas forcément, mais vraiment, son univers me plaît, il me fait beaucoup rire. Il va à fond dans ses délires à chaque fois, et vraiment, c'est un plaisir de le suivre. Et voilà, encore une fois, que quelqu'un qui était presque quelque part à ma place dans sa chambre, dans son bureau, dans son studio, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et bien maintenant puisse réaliser, enfin en tout cas participer à la réalisation d'un film basé sur un de ses personnages, puisque c'est un personnage de sa chaîne, Mac Walter. Donc voilà, enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien réalisé, hein. Il y a vraiment des moments, des combats et tout qui sont très bien réalisés, des idées de mise en scène. À un moment, il y a une course-poursuite en bateau, mais genre vraiment premier degré, avec le bateau qui tourne et puis vraiment c'est bien fait en termes d'effets spéciaux, genre vraiment c'est très beau, très bien fait. Et voilà, avec des retournements de situation, tout ça dans tous les sens, un peu aussi à Sacha Baron Cohen. Voilà, il y a vraiment un déshéritage comme ça de tout ça, des nuls, c'est quoi le. Oh, mince, le film avec des nuls, la Cité de la peur, pardon. Donc voilà, on est vraiment dans cet héritage-là, et moi ça m'a beaucoup plu. En tout cas, moi encore une fois, je vais le répéter, mais un jour je ferai peut-être pour la fin d'année ou début d'année, je ferai une vidéo un peu pour expliquer comment je vois des films et comment je me note quelque part, en gros, mauvais, moyen, bon, très bon, excellent. Moi, ma grille de lecture, encore une fois, c'est est-ce qu'on me prend pour un con ou pas? Est-ce que je suis respecté en tant que spectateur? Est-ce que le réalisateur est sincère? Est-ce que les acteurs sont sincères? Est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce qu'il y a une démarche? Tout ça. Et si c'est le cas, eh bien pour moi c'est un bon film. Voilà, si j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyé, qu'en tout cas, et ennuyé pas dans le sens action, dans le sens intéressant du film. Le scénario n'est pas le plus intéressant, bien sûr, c'est simple, c'est bête et méchant. Par contre, la réalisation, les blagues, les retournements de situation, voilà, même comment elle s'appelle, Géraldine Nakache, ça m'a fait rire. Alors que depuis quelques temps, je trouvais qu'elle ronronnait un peu. Enfin voilà, je trouve que. Puis il y a Berléand. Voilà, il y a plein. Vraiment, il y a des trouvailles, il y a des acteurs que je voyais pas arriver là, qui sont dedans. Enfin voilà. Franchement, je trouve que c'est un des bons films de cette année 2025. Et on passe maintenant au numéro 4. Et alors là, j'ai choisi Ballerina, donc spin-off de la saga John Wick, jouée par Ana de Armas, que j'adore forcément. Voilà, vraiment, j'ai un coup de cœur pour elle. Je la trouve magnifique et je trouve qu'elle joue. Enfin voilà, j'adore sa présence, son charisme, tout ça. Je trouve que c'est vraiment. C'est pas enfin, pour l'instant, elle n'a pas démontré des grands talents d'actrice, on va pas se mentir. Mais je sais pas, je trouve que quand même dans James Bond, là, j'avais revu À couteau de tirer. Enfin, elle a vraiment une petite sensibilité et tout, un truc. En tout cas, dans les couteaux de tirer avec lesquels elle joue pas mal. Et là, en tout cas, elle a ce côté badass, femme fatale, femme espionne, tout ça, voilà. Et en tout cas, ça a été bien réalisé. Ils ont rappelé aussi le gars des cascades de John Wick, avec l'apparition en plus de Keanu Reeves et de John Wick dedans, où on raccroche en plus par des scènes et tout. J'ai revu après la saga John Wick, et effectivement, j'ai revu la scène le passage où en fait John Wick est chez les ballerines, enfin le truc rouge là, les Russes, et ça marche, c'est bon, j'ai comparé, c'est bon, c'est cohérent. Donc ça se tient. Et donc voilà, donc pour le pitch, on va suivre Eve Maccaro, qui est donc bah voilà, comment on appelle ça, une espionne, enfin un membre voilà de l'organisation Ruska Roma, et donc il va être élevé, voilà. Alors il y a une première scène d'intro en fait où on la voit avec son père, et en fait voilà, il va mourir lors d'un affrontement, donc elle va être recueillie par la Ruska Roma, elle va être élevée en tant qu'espionne guerrière, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mercenaire, et donc elle va petit à petit finalement prendre un peu le chemin de ce qu'était John Wick avant, du Baba Yaga, et après là il y a un autre terme russe, mais elle sent en fait, enfin comment dire, elle est pas en accord complet avec ce qu'on lui demande de faire, tout ça, elle a soif de vengeance et voilà, de vengeance clairement, et donc petit à petit elle va justement rencontrer John Wick, et lui, en gros, va lui donner une bénédiction finalement pour enfreindre aux règles et en gros suivre son propre chemin. Sauf que bah, voilà, finalement, toute l'organisation derrière va se retourner contre elle. Elle va être l'ennemi public numéro 1, comme dans John Wick. Et donc même, ils vont même envoyer John Wick pour la combattre. Et voilà, et qui va même devenir son allié. Enfin voilà, il y a plein de retournements. Moi, je trouvais que c'était très généreux, bien réalisé. J'ai passé un très bon moment. J'adore les jeux de lumière, tu sais, très pop, tout ça, avec les néons, les chorégraphies, top. Au début, j'avais un petit doute. Enfin, il y a une séquence sur la glace où c'est pas dingo. Mais après, franchement, la séquence dans la ville où tout le monde devient...
Moi j'adore ce truc où en fait tous les agents se retournent contre la personne, donc t'as l'impression, enfin là t'as vraiment toute la ville qui est des agents en fait, et c'est trop bien, et du coup tout le monde se met à la tuer, tout ça, enfin comme dans John Wick où tout le monde pareil commence à le tuer, à lui pourchasser. Là on a un peu ce même genre et ça crée une tension et des scènes d'action incroyables, la scène d'action avec le feu aussi incroyable. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce film, ça fait partie pour moi des vrais bons films de cette année où j'ai rien à redire quasiment, des petits détails, mais franchement où pareil, je sens que les gens, les gars qui ont fait ça, ils se sont éclatés. C'est généreux, c'est un film d'action, c'est ce que ça veut être. C'est pas un chef-d'œuvre et ça ne veut pas être un chef-d'œuvre. Ça veut juste être un bon film de divertissement et divertissant. Et pour moi, ça remplit les cases. Donc franchement, voilà, regardez Ballerina, c'est pas encore fait, donnez-lui sa chance. Je crois pas qu'il ait cartonné, il a bien fonctionné, mais pas un carton. Mais j'espère, voilà, peut-être qu'il y aura une suite. Enfin, j'espère en tout cas, j'ai pas vu s'il y avait une suite ou pas en préparation, mais j'aimerais bien en voir plus en tout cas de Anna de Armas, de Eve Macaro, et peut-être un jour même de John Wick. Et on va continuer du coup ce top 5 avec le numéro 3, et alors là il y en a encore qui vont me tomber dessus forcément, puisque je vais mettre Kaamelott deuxième volet partie 1, donc réalisé toujours par Alexandre Astier, donc qui est la suite du premier volet sorti en 2021, qui fait lui-même suite à la série, et donc là on est dans la suite, donc Alexandre Astier, enfin le roi Arthur est de nouveau donc roi du royaume de l'ogre. Il a mis en échec Lancelot du Lac, qui du coup erre dans le château de son père, donc il voit tous les soirs, régulièrement en tout cas, le fantôme de son père qui apparaît, il essaie de communiquer mais ça ne marche pas, et petit à petit donc un nouveau personnage va venir un peu comme l'empereur, et bien tu sais, pour faire un peu l'empereur et Dark Vador, donc Méléagant, et donc il y aura vraiment la partie avec lui, et puis à côté les héros, nos héros, les héros du royaume de l'ogre qui vont partir en quête, un peu aux quatre coins, je sais pas, de la planète ou du royaume en tout cas, pour devenir des chevaliers, tout ça, et donc voilà, donc on est vraiment sur une partie 1 avec un petit cliffhanger à la fin qui est pas incroyable non plus, mais en tout cas moi j'ai aimé parce que voilà, c'est ce que j'attendais d'un Kaamelott, c'est-à-dire de l'action, de l'aventure, du mystère, du fantastique, et il faut se rappeler encore une fois, oui c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais c'est un film français, et qui aujourd'hui en France est capable de faire un film comme ça? Il y en a pas beaucoup. On a eu les Trois Mousquetaires, on a eu le Comte de Monte Cristo, et bien pour moi Kaamelott, on doit lui laisser vraiment sa chance de s'épanouir tranquillement. C'est une partie 1, donc on aura des résolutions dans la partie 2. En attendant, pour moi, c'est bien réalisé. Il y a des décors, des jolis décors, on a des aurores boréales, il y a un moment, un truc de sable noir, je sais pas où c'est tourné, mais c'est magnifique. Voilà, il y a une ambiance plus dark aussi, plus premier degré. On se rapproche un peu aussi à des séquences de la série. Vraiment, moi, j'ai passé un bon moment devant ce film, qui s'est fait, voilà, encore une fois, tomber dessus, mais je trouve que c'est assez injuste. Que ce soit moyen, ok, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Je comprendrais plus ces critiques-là, mais par contre, de dire que c'est de la merde, tout ça. Encore une fois, tout ce que ça va servir, c'est de freiner les gens qui ont de l'ambition et des idées. Et tu vois, je suis sûr que les gars, ceux qui disent aujourd'hui que Avatar, que Kaamelott et tout, c'est de la merde, c'est les premiers qui auraient critiqué Star Wars à sa sortie, c'est sûr et certain. Parce que c'est les mêmes genres tu vois, de réalisateurs qui ont un univers en tête, qui veulent le porter à l'écran. Et pour moi, voilà, après à tout niveau confondu, mais Alexandre Astier, c'est un peu un George Lucas français, tu vois, c'est quelqu'un qui a un univers dans sa tête et qui veut le retranscrire à l'écran, et voilà, qui s'en donne les moyens, et voilà, donc moi je trouvais que ça faisait partie des très bons films, de cette année 2025, et c'est pour ça que pour moi c'est mon numéro 3. Allez, on va continuer donc ce top avec le numéro 2, et là c'est un film qui est passé complètement au travers de beaucoup de personnes, enfin personne l'a vu, j'ai l'impression. Il a démarré l'année, d'ailleurs je crois que c'était ma première critique de cette année 2025, c'est We Live in Time avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Voilà, un petit film d'auteur, tranquillou, mais qui est assez triste quand même, mais voilà, moi c'est vraiment, j'adore ces films, tu sais, un peu pas nostalgique, mais un peu doux amer comme ça, tu vois, en fait. Donc on va suivre finalement la rencontre entre, alors je sais plus les noms de personnages, mais entre Andrew Garfield et Florence Pugh. Donc lui il me semble, crée des slogans comme ça pour des marques et tout ça. Elle est chef cuisinier, et on va suivre en fait par des flashbacks, hein, il me semble, ou peut-être chronologiquement, en tout cas leur rencontre, la création de ce couple, leur vie de jeune couple, et ensuite quand ils sont parents, et malheureusement, eh bien, Florence Pugh, qui va se lancer en plus dans un concours, je crois, de cuisine et tout ça, va tomber malade, et donc voilà, ça va être la partie dramatique de ce film, mais ça va donner, voilà, un enjeu aussi à ce qu'elle va faire, et voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas d'action, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de floriture, c'est vraiment juste un film, ben voilà, sur la vie, l'amour, la famille,
et voilà, moi ça m'a touché dès le début, c'est un très beau film. Moi, Florence Pugh, vraiment, je l'adore, je l'ai adoré encore dans... Là j'ai revu en plus Black Widow, je l'ai adoré dans Black Widow, j'ai vu Thunderbolts, je trouve qu'elle porte le film vraiment. Je l'avais adoré dans Midsommar, c'est là que je l'avais découverte, découverte. Vraiment, c'est une très grande actrice à suivre, vraiment. Je l'ai aussi, là, le film Darling, là, Good Morning Darling, un truc comme ça. Voilà, film horrible d'ailleurs, mais très très bon, et elle joue brillamment dans ce film. Donc vraiment, je vous encourage à revoir ce film, à voir ce film et à revoir ce film qui mérite. Voilà, Andrew Garfield, excellent aussi, Florence Pugh, excellente. Donc voilà, c'est mon numéro 2 de ce top 5 2025. Et on passe maintenant au numéro 1. Ça va pas beaucoup surprendre ceux qui ont suivi la chaîne, mais on va faire un petit roulement de tambour. Mon numéro 1, c'est Avatar 3 de feu et de sang, et c'est pas parce que c'est un des plus récents, mais pour moi, vraiment, ce film est un film étalon dans le cinéma. Voilà, c'est un film qui va mettre une barre pour... Et enfin déjà Avatar avait mis une barre en 2010 pour, en termes d'effets spéciaux et tout, et ça n'a jamais vraiment été égalé. Il y a très peu de films qui peuvent égaler Avatar encore aujourd'hui, même le 1 de 2010, en termes d'effets spéciaux, de motion capture, de tout ça. Mais le 2, voilà, encore une fois sublime, même s'il m'avait déçu aussi par rapport à l'histoire et tout ça. Je trouvais que c'est bien le contemplatif, mais ça ne faisait pas avancer l'histoire, puis il y a des incohérences. Enfin bref, c'était un soft reboot de la saga pour ensuite amener justement sur ce troisième, et là ce 3, mais... C'était du caviar, j'en ai pris plein les yeux, et plein d'émotions et plein d'actions, et je l'ai adoré, et voilà, et c'est un très grand film avec des thématiques, mais et pourtant j'y allais à reculons, mais je voyais même pas ça venir. Le deuil, le mal-être chez les adolescents, du sexisme, du racisme envers tes enfants, voilà, il y a... Même si le racisme était, ou en tout cas la colonisation, tout ça, c'était au centre des premiers Avatars. Mais là, vraiment, on a passé un cap en termes d'enjeux, de développement de personnages, d'histoire. Et voilà, et donc c'est un succès, et c'est mérité, et j'en suis content. Donc voilà, est-ce que je dois dire quelque chose de plus? En tout cas, sur le synopsis, on est dans la suite du 2. Donc on a les conséquences avec Loak qui a tué son frère, et donc qui est en deuil. On a du coup Neytiri qui est en deuil. On a Jake qui est en deuil. Enfin bref, la famille Sully est en deuil. Mais la menace humaine est toujours là, et ils vont rencontrer aussi le peuple des cendres qui va les attaquer, et qui va devenir une nouvelle menace. Et puis on a Spider, voilà, qui, ça c'est un petit spoil, mais en tout cas va pouvoir respirer sans masque, et du coup pour lui c'est top, mais en tout cas pour l'humanité, si en tout cas elle sait comment reproduire ça, et bien ça veut dire que les humains peuvent vivre et respirer sans masque et tout ça sur Pandora, et donc coloniser d'autant plus facilement la planète, et ça il n'en est pas question. Donc ça va être l'enjeu de ce troisième film, et donc voilà, donc vraiment un chef-d'œuvre. Enfin pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de l'année, et c'est un film étalon pour égaler en termes de, ouais, d'effets spéciaux c'est sûr, mais de dramaturgie du premier degré, vraiment. En plus on est vraiment sur la famille, tu vois, des trucs qui un peu tradis et tout, mais qui sont quand même à la base de tout, quoi, d'avoir des liens solides avec sa famille, son entourage, tout ça, pardonner, passer au-delà des différences. Enfin voilà, c'est un film qui moi m'a fait vraiment du bien, en plus dans des périodes un peu compliquées complètement. Voilà, ça m'a fait voyager. J'étais à Pandora pendant 3 heures, et je voulais y rester. Je suis resté jusqu'à la fin du générique, j'ai adoré. Vraiment, c'est un très très grand film. Donc voilà, bravo James Cameron, merci James Cameron. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire, voilà mon top 5 des films de 2025. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas du tout, si pour vous je suis complètement à côté. Je suis sûr que c'est le cas pour certains films, en tout cas, enfin à côté par rapport à vous, hein, bien sûr. Moi en tout cas voilà, ça fait partie, c'est mes 5 films, voilà, qui me restent en tête de cette année, et j'espère qu'on aura encore, et 2026 va s'annoncer encore très très haut, hein. On va avoir du Easy Odyssey, tout ça. Je vais faire une vidéo sur mes attentes de 2026, mais voilà, on va avoir du très très lourd en 2026, donc voilà, restez connectés pour les prochaines vidéos. Il y a un flop aussi sur les films qui va arriver, donc à très vite sur la chaîne. Un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous si ça n'a pas encore fait, puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao les amis.